Bonsoir à tous, merci d'être là, désolé pour le retard, on a des petits problèmes techniques. On avait prévu un peu d'avoir une projection comme on fait les années précédentes, mais comme vous avez pu voir, on a des petits soucis pour projeter. Ça aurait été pas mal en fait pour avoir un appui, donc finalement il n'y a que nous qui allons la voir. Mais donc l'idée d'aujourd'hui, de cette conférence, c'est de faire un point sur le Made in France. On a quelques éditeurs en France qui le font. Ils sont autour de la table et l'idée c'était pour nous de partager un peu ce retour d'expérience. Peu le font en France, donc je pense que ce retour d'expérience peut être riche pour tout le monde en enseignement et même pour avoir peut-être des envies de produire tout simplement. Donc je vous propose un peu de vous présenter tous les deux. Donc on va commencer par Florent. Oui, alors bonjour. Voilà, Florent Toscano, du coup je suis le gérant et fondateur de la maison d'édition qui s'appelle Les Jeux Hopla, qui existe depuis 2011. Vous pouvez nous retrouver au stand 1307 en bas. Quoi? Non, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Vous pouvez nous retrouver au stand 1307 en bas. Pour voir nos jeux et puis ce qu'on fait. Et du coup, voilà, donc la démarche depuis le début, c'était de... Donc là, on a 13 jeux au catalogue. Pour l'instant, on en sort 1 ou 2 par an, en gros. La démarche dès le début, c'était de faire des jeux 100% fabriqués en France et en éco-fabrication. D'être le plus propre possible. Je pense qu'on en racontera après pourquoi tout ça, j'imagine, donc très brièvement. Et puis voilà, donc on développe 3 gammes de jeux, plus une. Ça, c'est une partie du boulot. Et puis l'autre partie du boulot, c'est de faire des jeux sur commande, en fait, pour des ONG, des assos, des entreprises, etc. Donc voilà, mais j'imagine qu'on rentrera plus dans les détails tout à l'heure. Bonjour, donc vous m'entendez? Oui. Donc moi c'est Mickaël Rambaud, c'est la société BioViva. Donc on existe depuis 1996. Je crois qu'on est des vieux de la vieille, voilà, du jeu de société maintenant. Et on a une centaine de jeux au catalogue. Et depuis le départ et encore maintenant, tous les jeux sont fabriqués en France et de manière éco-conçue. Donc nous on est à l'espace famille, à la Rotonde, là où il y a un petit peu de soleil. Voilà, donc on va développer un petit peu tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des mots-clés, ça va être la cohérence en fait. On fait principalement des jeux sur la nature, sur l'environnement, sur l'homme, et si tu fais des jeux sur la nature, le but c'est aussi de les faire en respect avec finalement la planète, l'environnement, donc essayer d'être le plus propre possible. Bon, je vais te donner un petit mot un peu sur moi. Donc, je suis Gaëtan Pojano, je suis fondateur de la société Forge Next. On est agent d'auteur, mais pas que. On fait pas mal de prestations de services. Et donc, c'est nous qui, avec le festival et le soutien du Dovox et de Trick Track, organisons un peu ces conférences-là. Et donc, juste dans cette conférence, l'idée, c'est qu'on va la découper en 3 phases. On va peut-être parler dans un premier temps tout ce qui est démarche citoyenne. Dans un deuxième temps, bien évidemment, l'approche financière. Parce qu'on, bien évidemment, on parle de fabrication, on parle d'édition, on parle bien évidemment de vente des produits. Et à la fin, un peu la communication qui peut se dérouler autour. Pendant cette conférence, on a 2 micros qui se baladent dans la salle. Alors avec les lumières qui nous arrivent bien dans les yeux, même si on n'est pas dans la grande salle des Palmes d'Or d'hier, on a quand même un peu de mal à vous voir. Donc n'hésitez pas à nous arrêter. Merci. Oh, vous êtes beau. Et donc voilà, l'idée... L'idée, c'est de faire l'interactif, puisque même si on a prévu une sorte de déroulé, c'est plus pour structurer l'échange. Mais là, c'est vraiment de partager ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous couper et à intervenir pendant cette conférence. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est, quand on parle de Made in France, il y a une idée un petit peu écologie autour de ça. On parle d'une démarche justement un peu citoyenne quand on parle de cette partie-là. Donc, il y a quand même plusieurs questions qui vont se poser. Je vous propose d'y répondre un peu au fur et à mesure. On parle plutôt d'économie locale. On parle France, donc c'est de la localisation. Est-ce que ça, justement, c'est le début de votre démarche? C'est-à-dire que pour vous, fabriquer en France a d'abord un sens sur l'économie locale et de faire travailler justement vos partenaires ou les personnes de votre région ou autres. Mickaël, vas-y. Allez, c'est clairement le cas, oui. C'est vrai que
Ben, en fait, avec le temps, on voit que qu'on a créé quand même une quarantaine d'emplois. Donc, ça va être 20 chez BioViva, mais 20 voire 25 dans la Drôme. Voilà, chez notre fabricant initial, le premier qui nous a suivis, qui s'appelle Graphote, et on crée aussi des emplois là-bas. Et là où c'est intéressant, c'est que voilà, c'est un lieu où il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois. Moi, j'en suis originaire et mine de rien, c'est un des premiers versants finalement du fabricant en France, c'est que on agit concrètement sur les choses. Ça, c'est un départ. Hein. Je pense que tu peux le confirmer, Florent. Oui, je le confirme, Michael. C'est bien. Merci. Je te remercie. Et justement, si tu dis que l'idée c'est aussi de créer de l'emploi, mais et l'aide de l'État, justement, si tu arrives sur des zones qui sont un peu vides, on va dire, est-ce que justement l'État Non. français, ou à une époque on Pas, avait... ouais, pas vraiment. Pas plus, en tout cas, pas lié en fait à la fabrication française, pas lié forcément à l'éco-conception. On peut aller à la chasse aux subventions, hein, il y en a, mais voilà. Bon, oui, peut-être le dossier va être favorisé, mais il n'y a rien de spécifiquement, en tout cas, Est-ce lié à que, ça. est-ce que justement, à la limite, techniquement, ces usines, ces, ces fabricants, ces artisans, peut-être même d'ailleurs qu'on peut parler, puisque je me souviens, je crois que c'était sur le jeu de pingouin, Florent, tu avais... Manchot. Manchot, excuse-moi. Fallait que je la fasse celle-là. Je me souviens que tu avais quand même pas mal communiqué, entre autres, sur les réseaux sociaux, sur le travail du bois, sur cette partie-là. On sait que par exemple, tu t'es distribué par Paille, qui est aussi pas mal impacté là-dessus. Est-ce que c'est des recherches spécifiques aussi? C'est-à-dire qu'on parle du local, mais est-ce que le local, c'est pas simplement la France dans son ensemble? Ah mais si, exactement, ouais, le local. Alors là, on est en train de développer un nouveau projet qui, pour le coup, est du local, mais ça, enfin, ça va être un truc super atypique qui n'existe pas du tout dans le jeu de société encore, donc peut-être que j'en parlerai après parce que ça m'excite pas mal en fait. Mais sinon, pour les collections, les gammes de jeux qu'on a à ce moment, oui, enfin, le local, c'est la France, et c'est déjà vachement bien en fait de faire en France. Je pense que c'est complètement con et que ça n'a pas de sens, mais c'est ce qu'il y a de moins pire finalement de déjà se limiter à la France, parce que voilà, en gros, ça fait pas plus de 1000 km, voilà, ça fait du camion. On n'utilise pas spécialement de tanker normalement pour faire voyager de la matière en France. Donc ouais, c'est déjà plutôt cool. Après, on essaye de localiser malgré tout le plus possible. Et puis en effet, on fait un gros travail de sourcing pour chercher des fournisseurs en France et le plus propre possible, enfin le moins sale possible, parce que le plus propre possible, ça n'existe pas. Donc le moins sale possible en tout cas, pour chacun des éléments des jeux. Alors je sais pas trop, je crois que c'est pas votre cas à vous, mais nous on a des différents fabricants pour tous les éléments du jeu. Donc comme tu dis, en fait, c'est vrai que pour l'Empereur, on s'était amusé à aller dans les... sur l'Empereur, il n'y a pas 3 tonnes de matériel, mais on a quand même 6 fabricants différents. Et du coup, on avait été au moment de la fabrication du jeu dans les différentes usines ou artisans, puisque les manchots ils sont fabriqués dans le Jura par un tourneur en fait. Et on avait été depuis la forêt en fait jurassienne autour de Lons-le-Saunier, où on voyait les arbres, où 20 km après ils sont traités, débardés dans la scierie, et puis 20 km plus loin, les manchots sont fabriqués dans ce bois-là. Enfin voilà, du coup, on montre, vous pouvez le voir sur notre site internet ou enfin sur nos réseaux sociaux, tout le cheminement en fait du début à la fin pour arriver à la boîte qui est filmée en fait avant qu'elle arrive en boutique. En fait, on aime bien. Il y a 2 semaines là, c'est la fabrication de notre nouveau jeu POC. Et du coup, on a été dans l'usine pendant la fabrication, pareil. Puis on a fait un petit live Facebook qui dure 10 minutes pour montrer toute la chaîne en direct du jeu qu'on peut acheter aujourd'hui directement. Donc, je pense que les joueurs aiment bien en fait voir ça, voir en direct que la fabrication pas très loin de chez eux, parce que là, ça se passe à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Du jeu qu'ils vont pouvoir avoir en main, acheter en boutique quelques semaines après. Quoi. On parle, dans ce cas-là, justement, tu parles d'usine le plus propre possible. Donc, le Made in France, c'est aussi une notion. Alors, on parlait d'économie locale et de faire travailler justement cette partie-là, mais aussi de l'éco-responsabilité. Donc, il y a quand même une démarche, je pense, aussi essentiellement, enfin, également plutôt écologique. Et est-ce que ça, on parle aussi de taxe carbone? Alors, je parle beaucoup de termes un peu peut-être techniques, mais est-ce que ça, c'est intégré entièrement dans votre démarche en disant c'est du Made in France, certes, mais la partie écologique, on va dire même la démarche euh, de A à Z sur l'ensemble de la chaîne est importante. Mais en fait, le local, enfin pour moi en ce qui me concerne, je pense que le local prend largement le pas écologiquement sur le fait que le process de fabrication soit entre parenthèses green, ouais. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Michael. En fait, en France, on a quand même la chance qu'au niveau de l'impression, finalement, c'est pas si facile que ça de trouver de l'impression qui n'est pas les labels propres. Donc une imprimerie qui n'est pas imprime vert en France, ça court pas les rues maintenant. C'était peut-être le cas il y a quelques temps, mais maintenant presque toutes sont labellisées imprime vert.
Le papier FSC, PEFC, alors PFC c'est pas terrible, FSC c'est un peu mieux, mais Hum. c'est naze aussi, hein, mais c'est mieux. C'est encore une fois, c'est qu'il y a de moins pire. Enfin, quoi qu'on fasse, on a beau se targuer nous de faire des jeux propres, c'est des jeux dégueux. Ça devrait pas exister en fait. Mais on se donne malgré tout bonne conscience. Et donc, en ce qui concerne l'imprimerie, c'est vrai que c'est plutôt facile de faire pas trop sale en France. Après, s'il y a d'autres éléments, c'est peut-être un peu plus compliqué. Après, tu peux travailler sur les alternatives. Donc, c'est vrai que par exemple, le blister qui entoure les jeux, moi j'ai discuté avec des gens c'est un standard dans le jouet, le jeu de société. Et est-ce qu'on peut s'en passer? Nous, on a essayé sur toute une série de jeux de cartes, les défis nature, de s'en passer. Donc, on ferme par une petite étiquette. Il y a des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Et on peut pas faire ce blister de façon éco-conçue. C'est pas possible. Il ne gardera pas la transparence ni la brillance. Donc du coup, tu mets un blister un peu opaque sur ton jeu, il colle aux tablettes après, comme disent les professionnels. Il se vend pas. Et donc voilà, on peut travailler vraiment les alternatives. Il faut être aussi un petit peu inventif, je pense, un petit peu malin et trouver des petites astuces pour éviter, des fois d'imprimer quand il n'y a pas besoin. Faut savoir faire des concessions, je pense, en fabriquer en France, mais c'est tout à fait possible. Et je confirme qu'effectivement, les imprimeurs, maintenant, ça y a eu un gros progrès. Ils sont tous labellisés plus ou moins Imprime Vert. Après, il y a différents niveaux. Tu peux faire labelliser tes produits. Nous, on a fait labelliser les produits BioViva. Donc, tous les produits BioViva sont labellisés FSC. Tu en parlais. Ils sont également labellisés Origine France Garantie. Ça, c'est le label de référence qui certifie que ton produit est bien fabriqué en France. Plus de 50% de la valeur du prix unitaire du produit est fabriqué en France. Et justement, par rapport aux jeux que vous éditez, tu me dis, on fait pas de blister, on fait des autocollants sur les côtés pour pouvoir. On fait des blisters. Hein. Quand il n'y a pas d'autre solution, on fait des blisters. Est-ce qu'il y a des choix de jeux? Est-ce qu'il y a justement dans la partie édition de jeux que vous n'avez pas fait ou pas réalisé justement pour ces contraintes? Ah ouais, moi ça fait complètement partie du choix des jeux en fait. Si on peut pas, si c'est pas possible, je fais pas. Ça n'a pas de sens, donc je vais pas me dire mais si c'est faisable, si on fait ailleurs, plus loin, machin, non. Dans mes conditions, c'est pas faisable, donc tant pis. Il y a tellement de jeux cool que c'est vraiment un caprice. Ça serait vraiment un caprice de se dire, non, c'est d'une façon ou d'une autre possible, même si c'est un peu dégueu, donc je vais le faire. Du coup, non. C'est un crève-cœur parfois, parce que moi je me rappelle d'un jeu sur le thème du hérisson. Fallait lancer le hérisson qui était une petite boule et il ramenait avec des scratchs. Il était fait avec des scratchs, mais les scratchs c'est pas du tout possible de les faire de façon éco-conçue, donc on l'a pas fait. Et le jeu était vraiment excellent parce qu'un hérisson qui ramasse des petites des petites feuilles, des champignons avec les scratchs, c'était assez malin. Mais non, c'est pas possible. Donc si vous avez une idée, peut-être qu'on va l'éditer. On des vrais hérissons peut-être. Ou des vrais hérissons. Se protéger, c'est pas mal. Et justement, à la limite, il y a le Made in France, il y a la partie écologique, mais en fait, est-ce qu'à un moment donné, les deux peuvent pas être contradictoires? Je m'explique, par rapport à une distance, j'en sais rien, hein, l'Italie ou si vous êtes dans le sud de la France pour certains, on va dire l'Espagne, est-ce que en proximité, même dans des pays qui sont frontaliers chez nous, on n'a pas aussi des solutions justement qui pourraient être autant ou aussi écologique, on va dire, au niveau éco-responsabilité, ou c'est un peu en fait, c'est le croisement des deux, votre choix? Ouais, c'est le croisement des deux, parce que moi j'aime bien l'idée qu'en fait, économiquement, là c'est là que le côté économique prend le pas, c'est que j'aime bien l'idée qu'en fait, c'est les gens qui potentiellement, la plupart de nos jeux sont vendus en France, quand même, et j'aime bien l'idée que c'est potentiellement les acheteurs de nos jeux à qui on donne de l'argent, parce que c'est eux qui vont les fabriquer en fait. Et je trouve ça plus pertinent. C'est pour ça aussi qu'on fonctionne de la même manière à l'export, en fait, on fait pas d'export loin. Quand c'est dans des pays plus loin, en fait, les jeux voyagent pas. On les vend sous licence, en fait, et c'est dans le contrat, c'est stipulé qu'il doit être fabriqué dans le pays où il est vendu de façon éco-friendly aussi. Parce que pareil, si c'est bon pour notre économie de le faire chez nous pour que ce soit vendu chez nous, je trouve ça aussi pertinent que ce soit pareil dans n'importe quel pays du monde, en fait, qui a tout aussi besoin que nous d'avoir une économie viable et cohérente. Du coup, en fait, les deux sont super liés. C'est juste une démarche d'ensemble. En fait, ce que tu disais, le maître mot, c'est la cohérence. La cohérence, vraiment, c'est très important. Je pense entre ce que tu mets comme valeur dans ton jeu et la façon de le faire. C'est vraiment, si tu t'y retrouves aussi, a priori. Et justement, sur cette partie un peu internationale, est-ce que vous avez justement des pays justement qui sont plutôt des forts partenaires? On sait qu'il y a des fabricants en Allemagne, par exemple. Est-ce que ça marche? On sait qu'en Pologne, on a des fabricants également. Est-ce qu'ils ont vraiment cette démarche-là? Si vous avez une localisation qui doit se faire dans un pays, est-ce que vous allez aussi justement regarder un peu comment ça se passe, une sorte de
contrôle, audit, si on peut dire ça comme ça, sur la méthodologie? Clairement, moi je pars du principe que si on doit fabriquer dans un lieu pour favoriser le local, et ça c'est une démarche tout à fait cohérente, peut-être qu'à terme, alors dans, je sais pas, dans 10 ans, on aura un lieu de fabrication en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, un lieu en Asie pour l'Asie, et puis un ou deux lieux en France, enfin un lieu en France et un lieu en Europe de l'Est pour l'Europe de l'Est, je ne sais pas, mais il faut aller certifier, il faut aller voir les usines, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que t'es pas sur place, alors quand t'arrives, tout est beau. Quand tu repars, tu sais pas trop. Donc voilà, il faut vraiment prendre son temps, pas y aller. Des fois, on rate plein d'opportunités. Enfin, très clairement, voilà. Tu vois, on en parlait pareil. On en parlait tout à l'heure. Je pense que là, on se rejoint pas mal. Il y a des fois, on ne fait pas parce qu'on sait pas. Parce que vous savez pas, dans le sens où justement, vos partenaires ne savent Voilà, pas on faire. sait pas si le partenaire, voilà, va être capable de faire bien. Et en fait, c'est votre partenaire, vous êtes pour Mais être c'est pas un force de sacerdoce hein, non plus. Ouais. C'est juste que voilà, c'est une cohérence et cette cohérence, elle nous apporte aussi une certaine force auprès voilà du public, hein, auprès des gens et après le jour où on pourra, on le fera. Mais le jour où on pourra le faire bien. En Chine, non? En Chine, non. Mais peut-être en Ah Chine, bah, en si, Chine si, pour les si, Chinois, en si, Chine si, pour les Chinois peut-être oui. Oui, c'est ça. Effectivement. Enfin, nous, nos partenaires en Asie, en fait, bah, je vais leur dire. Par contre, dans le contrat, on veut que ça soit fabriqué en Chine. Ils me prennent, oui, bah, on va pas fabriquer ailleurs. Bah oui. Donc oui, non, non, nous, nos partenaires chinois, évidemment, ils fabriquent en Chine, en fait, ça, et voilà. Après, j'en fais pas d'export pour la périphérie proche de la France. La France étant petite et les pays autour pas très gros, on exporte quand même, ouais, autour en Belgique, en Suisse, enfin voilà. En Espagne bientôt, j'espère. Mais il y a la plupart des contrats ne se font pas parce que c'est pas possible. Enfin, on a dit non à des très gros, voire au plus gros, parce que on sait pas, ça n'a pas été possible éthiquement en fait. Et on s'est pas entendu. Il y a des pays dans lesquels on a pour l'instant zéro partenaire. Ça paraît aberrant, mais le Canada par exemple. Canada, impossible de fabriquer au Canada. T'as l'impression que c'est un pays qui est plein d'arbres en bois, mais non, on peut pas. Ils sont pas en bois en fait. Fabriquer du papier et du carton, ça paraît hors de prix, trop cher, pas possible. Donc non. Alors je sais pas, j'espère que ça a changé, parce que là tout récemment, enfin hier en fait, j'ai rencontré un distributeur au Canada et qui était stupéfait par la démarche et qui m'a regardé avec des grands yeux. Et puis là, c'était rigolo parce qu'au contraire, c'est un truc qui lui était pas du tout familier, mais qui l'a séduite et qui lui a donné envie de faire ça. Et du coup, qui lui donne envie d'essayer. Donc de chercher localement. Mais pour l'instant, voilà, c'est États-Unis, c'est pareil, quoi. États-Unis, c'est. Enfin, Compliqué. On n'est pas vendu aux États-Unis. Mais c'est vrai que si on y était, il faudrait produire sur place. Mais... On n'a qu'un jeu qui est aux États-Unis, enfin qui va arriver aux États-Unis là. C'est Eagle Griffon Games qui va le distribuer. Par contre, le gars qui était avec Eagle Griffon Games, c'était super cool parce qu'il voulait faire une exception. Donc du coup, le jeu va être fabriqué à Phoenix et voilà, c'est chouette de façon éco-friendly. Par contre, les jeux d'après, dans la boîte, ça a changé. Ils veulent plus du tout entendre parler d'économie sociale et solidaire, d'environnement, etc. Ils s'en foutent et du coup, c'est fini maintenant. Le partenariat est mort, donc ils font notre jeu là et puis les autres jeux, c'est mort. Les résultats fabriqués en France, ça a quand même un coût. Oui. Oui. Mais tu vois comment on est miséreux là, regarde. Enfin... Pas l'argent, pas de souci. On sait que maintenant, on a de plus en plus d'éditeurs, qui ne se contentent pas du marché français justement. Question marge, question viabilité, est-ce que c'est viable encore maintenant ou est-ce que c'est d'abord une démarche, on va dire, un peu sacerdotale et ça pose souci. C'est quand même, on est toujours à se battre avec des marges, soit d'Europe de l'Est, soit de Chine en concurrence. Et c'est vrai que pour l'export, c'est quand même compliqué. Il faut arriver, faut arriver à serrer les marges. Il faut compenser avec des volumes. Alors, est-ce que c'est écologique de faire des volumes? C'est une autre question, mais en tout cas, c'est la seule façon. Tu gagnes moins, mais tu gagnes peut-être sur un plus grand, sur de plus grandes quantités. Et mais forcément, on se bat pas toujours à armes égales. Après, le Made in France a quand même une valeur de qualité perçue pas mal dans le monde, donc ça peut aussi aider. Voilà, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. D'un autre côté, tu dis Made in France dans le monde, mais tu vas pas exporter en fait, puisque justement là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La problématique, tu peux pas. Faut d'abord trouver quelqu'un qui est prêt à te lancer une production dans un marché. Alors, t'es face à deux approches. Est-ce que tu vas commencer par vendre 300 pièces d'un jeu histoire de créer le marché, l'exporter de France pour te dire tiens, à terme, je le produirai sur place. Et moi, ça sera principalement ce qu'on va faire. Ou est-ce que tu dis je vais trouver la personne qui va me produire 5000 pièces sur place mais tu la trouveras jamais, enfin tu peux courir longtemps hein. C'est ce qu'on fait. Voilà, mais c'est très, très long et beaucoup plus laborieux. Ouais. Et justement après sur les acteurs français,
on va dire sur le local, que ce soit la partie boutique, que ce soit sur la partie, on parlait un peu de labellisé et autres, hein. Quel est le retour aussi des professionnels autour de vous, puisque en France, si je dis pas de bêtises, vous êtes peut-être 3 voire 4 à le faire, avoir cette démarche-là. En fait, comment c'est perçu également, justement, tu te dis le Made in France est plutôt bien vu, mais est-ce qu'il y a un vent justement par rapport à ça, par rapport aux boutiques ou Ça va clairement aider hein, de tout ce qui est, ben voilà, les acheteurs, les boutiques, le grand public, ça va aider. Mais après, c'est un plus. Et clairement, il faut que faire d'abord des vrais bons jeux. Hein. C'est pas, voilà, ça va être un plus et ça va pas être ce qui va faire vendre. Ça, c'est clair et net. Par contre, si tu arrives à faire ça et que tu arrives à le mettre au bon prix en plus, et c'est un petit peu le grand écart, ben, les gens sont sensibles à ça. ta communication est fortement... Enfin, on parlait justement de la vidéo Facebook Live que tu as fait en Roman le Saunier, c'est ça? Et est-ce que ça, c'est un axe de communication fort? C'est-à-dire, est-ce que c'est le premier atout que vous mettez en avant ou c'est justement la qualité du jeu ou voilà, c'est le jeu que vous mettez en avant en disant et en plus il est produit en France ou on fait du produit en France et on fait des bons jeux. Je crois que alors ça dépend. En fait, on a quand même vraiment deux gammes de produits, de jeux. J'aime pas parler de produits en fait. Deux gammes de jeux qui sont vraiment différentes. Enfin, on va être plus famille et tu vas être un petit peu plus voilà adulte gamer, je pense. bah, gamer soft, mais ça dépend des jeux en fait. Mais disons que ouais, ça va être plus boutique de jeux spécialisée et vous, c'est peut-être plus en boutique bio. J'imagine le gros du chiffre d'affaires. Les deux boutiques, quand même boutique spé, ça marche bien aussi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je pense que les joueurs dans le monde du jeu de société, pour les boutiques spé, en fait, sont sensibilisés, mais c'est pas ce qui prime. On trouve ça cool, mais c'est pas important. Mais c'est comme les gens qui disent dans n'importe quel média, ce qu'on entend. Bah, si c'est fabriqué en France, on est prêt à payer 20% plus cher. En fait, ils sont prêts à le faire, mais par contre, dans les faits, en fait, ça se fait jamais. Ouais, ils le disent dans les études. Ouais. Ouais, ça. Mais c'est complètement con parce que c'est pas vrai. Du coup, par contre, ça permet, c'est pas, ça, en termes de communication, c'est bon parce que ça donne, malgré tout une image plutôt saine et soft et cool. Mais ça permet par contre d'avoir d'autres marchés que le monde du jeu de société. Et ça, c'est super bien. C'est super bien pour nous parce que du coup, ça nous permet de vendre ailleurs que dans les boutiques spé. Et je pense que c'est super bon pour le jeu de société parce que ça permet de toucher un public qui connaît pas forcément justement les boutiques spé, qui connaît pas forcément les jeux, des jeux modernes, enfin des jeux pour joueurs finalement, et qui est surpris. Surtout qu'on développe nous, donc on a une gamme, ce qu'on appelle la gamme nature en fait, avec des thématiques nature. Là en fait, en parallèle de Cannes, alors ce week-end c'est un week-end de folie. En fait là c'est n'importe quoi pour nous parce qu'on a deux gros salons en même temps. On a Cannes et Prime Vert à Lyon, qui est un très gros salon alternatif, bio, de développement durable, etc. Et c'est ce genre de salon, c'est vraiment génial parce que les gens donc sont hyper militants, hyper engagés, hyper nature. Et c'est des vraies surprises pour eux. Ils voient des jeux nature avec des thématiques qui leur parlent. Par contre, c'est pas du tout des jeux éducatifs parce que nous, on trouve ça naze les jeux éducatifs, on n'y croit pas du tout. Donc je veux surtout pas que. Attention à ce que tu dis. Je connais pas les. Tu viendras sur le stand. Hein ouais, mais c'est pas éducatif les jeux du. Non, ils sont éducatifs dans la règle de jeu, mais c'est vrai que on va pas faire des jeux éducatifs pour faire de l'éducatif. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'idée. Moi, j'aime bien l'idée qu'on apprenne, mais pas quand c'est fait, pas quand c'est fait pour ça en tout cas. Qu'on joue avec des vrais paramètres scientifiques, naturalistes, etc. Voilà. Donc voilà, validé par des experts, mais que c'est pas le but premier. C'est avant tout un jeu pour s'amuser. Si on est sensibilisé par le thème, très bien. Si on peut apprendre des choses, c'est cool, mais que ça soit pas l'idée première. Alors du coup, les gens dans ce genre de salon ou dans les boutiques bio qui sont au début attirés parce qu'ils voient une thématique qui leur plaît et qui après découvrent que putain, mais en fait c'est pas forcément une bataille, cette famille ou un truc comme ça, mais il y a un vrai jeu quoi derrière avec une vraie règle. Faut l'apprendre, hein, faut se la fader, donc c'est un peu inhabituel quand on n'a pas l'habitude de jouer. Mais par contre c'est une vraie surprise pour eux et je pense que du coup c'est bon pour le jeu de société parce que ça amène du jeu de société à des gens qui sont pas du tout joueurs à la base et qui par le biais de thématiques qui leur a plu sont amenés après au jeu de société. Et justement par rapport à ça, donc pour attaquer ces nouveaux magasins, vous passez aussi par votre distributeur classique. Oui, non, ou c'est quelque chose que vous allez distribuer par vous-même. Comment est sensibilisé votre distributeur et votre partenaire, justement, qui normalement doit mettre sur le marché vos jeux, quoi. Et nous, on a une distribution qui est un peu bâtard, puisque nos distributeurs, c'est pas édition. Alors, c'est pas bâtard parce que c'est pas édition, mais. Non, quand je dis que c'est bâtard, c'est que pas édition distribue la plupart des boutiques spé, nos jeux. Et sinon le reste, on en fait pas mal nous-mêmes en fait de distribution aussi de notre côté. Donc et surtout ce qui est le réseau bio et
et alternative. Donc du coup, le distributeur n'a pas l'exclusivité de la distribution, comme ça peut être le cas pour certains dans le monde du jeu de société en fait. Et en ce qui concerne BioViva, on se distribue nous-mêmes, autant auprès des boutiques que voilà que des réseaux bio, par exemple les Biocoop. Clairement, on peut trouver nos jeux là-bas et on n'est jamais si bien servi que par soi-même en fait. C'est ce que je constate, c'est que finalement, on arrive à taper un petit peu partout, des endroits qui peuvent être parfois surprenants et puis pourquoi pas. Puis on arrive à placer les jeux dans les sites touristiques. Voilà, enfin il y a d'autres créneaux que Les musées, les parcs voilà, animaliers. un canot que les magasins de jeux. Vous voyez comme on est complètement con quand même. Voilà. Nous on fait des jeux où on dit qu'il faut pas qu'il y ait d'animaux dans les zoos, qu'ils ont rien à y foutre, etc. Mais nos jeux sont vendus dans les zoos. Alors on a beau se targuer d'avoir une belle Obligé éthique de quand faire des même, et ben on est finalement aussi pourri que les autres. Et justement, cette partie distribution, en fait, t'es pas qu'éditeur. Enfin, vous n'êtes pas qu'éditeur au final. On est éditeur-distributeur, enfin, en ce qui nous concerne. Ouais, bah moi je suis quand même plus éditeur parce que c'est vrai que malgré tout c'est le distributeur qui fait le gros du boulot logistique puisque les boutiques spé c'est quand même un gros. Puis c'est un boulot quoi, enfin distributeur. C'est... Du coup, nous on est 20 obligés parce que voilà, il y a 4-5 personnes au service commercial, on est 4 ou 5 à la créa, le service communication. Donc on est obligé de faire connaître les jeux et voilà, on a une structure qui est, je pense, beaucoup plus lourde parce que tout Carrément. simplement, voilà, et on fait tout nous-mêmes. Mais voilà, d'un côté aussi, on se débrouille pas mal. Et cette partie-là, justement, de trouver de nouveaux peut-être éditeurs ou autres partenaires avec vous et pour les emmener avec vous, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez aller ou c'est quelque chose qui est une démarche qui vous est personnelle en disant non, pour l'instant, nous, on s'édite, on est éditeur et distributeur et pour l'instant, c'est notre démarche à nous. Sur le papier, c'est super sympa. Après, c'est est-ce qu'on va avoir le temps? Parce que personne touche terre au bureau. Si en plus, alors on peut amener des gens. Enfin, là, c'est sympa de partager justement. On est là aussi pour ça. Mais après, nous, on ne distribue pas d'autres marques parce qu'on saurait pas bien le faire. Enfin, c'est un autre métier quand même. Voilà, distribuer ses produits et distribuer ceux des autres, c'est un autre métier. Après, donner les conseils, ça c'est sympa. Et puis c'est déjà super. Enfin moi j'ai aucune envie de. C'est déjà super compliqué. Enfin on essaie vraiment de développer une image en fait, quelque chose qui nous plaît à nous et qui nous correspond. Donc moi il est hors de question de faire de distribuer ou d'autres structures en fait. Ça serait trop compliqué, ça brûlerait les pistes. Et puis là le public, les joueurs commencent vraiment à identifier ce qu'on fait. Et puis il y a des fois des attentes. Voilà. Et donc du coup c'est déjà là le nouveau jeu qui sort POC c'est hors gamme. Et enfin pour moi c'est compliqué. Enfin on a beau le scénariser et voilà. Et puis c'est un délire à nous. On compte un peu sur la communauté ludique qui commence à nous connaître et à connaître les loustiques qui sont derrière, les auteurs et l'illustrateur, etc. Ils savent que voilà, enfin il y a Trick Track qui relaie les choses et Ludovox et qui savent, enfin tous les blogs et qui nous parlent de nous et du coup les joueurs savent qui c'est qu'il y a derrière et c'est ça qui joue en fait dans le monde du jeu. Mais l'idée c'est de surtout pas perdre les joueurs dans ce qu'on fait parce qu'en fait on se perdrait nous-mêmes finalement. C'est beau ça. C'est poète, hein. Et une labellisation, justement, tu parles un peu de marque et autres. Est-ce que c'est quelque chose aussi c'est un peu un sujet qu'on aurait pu aborder un petit peu précédemment dans les échanges, mais c'est pas-t-il label Made in France ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez aussi mettre en avant et Nous, l'autre? on le met clairement en avant. C'est sûr que le label Origine France Garantie nous a apporté pas mal, peut-être un peu de visibilité dans les médias, et c'est aussi une façon de prouver, quoi, parce que finalement on dit les choses, mais là c'est certifié en fait. C'est des organismes externes qui montrent que voilà que les jeux sont bien clairement fabriqués en France et parce qu'on peut très bien, on a tous entendu des exemples, voilà, de produits qui viennent d'ailleurs, qui sont mis en boîte et hop, expédiés en magasin et on marque Made in France. Voilà, c'est ça, là, c'est une question de cohérence. C'est ce qu'on appelle un peu du greenwashing en fait. Exactement. Le seul label qui existe qui vaut quelque chose, c'est Origine France Garantie. Alors nous on l'a pas parce qu'il faut faire des dossiers. Et, c'est long et complexe. Ça va bien. Le seul label qu'on a, c'est le label Le Lionville équitable et durable. Déjà le dossier était costaud. Et non, c'est vrai que c'est saoulant en fait de faire. Et puis en fait les gens, là je vous le dis, vous êtes voilà, ça se trouve dans un quart d'heure vous aurez oublié que le seul label qui vaut le coup c'est Origine France Garantie. Et donc du coup on s'est fait notre propre label avec une carte de France, avec nos couleurs à nous et on marque dessus jeux éco-fabriqués en France. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça dit juste aux gens, voilà, c'est comme ça. Et puis après, le meilleur label, en fait, pour moi, c'est vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on est super transparent et que dans les réseaux sociaux, on est quand même super actifs et que j'arrête pas de foutre les pieds dans les usines à droite à gauche et que dès que on fait des images, on filme en direct, on montre directement où est fabriqué quoi, on le met sur les boîtes, le livret, enfin sur le livret à l'intérieur.
Le livret est fabriqué à Brive-la-Gaillarde, la boîte est fabriquée à Romans-sur-Isère où les jeux est assemblé, les sous-bocs, la pour-poc sont fabriqués à Saint-Dié dans les Vosges, etc. Et voilà, Et c'est justement, vous le label. Le label, c'est vous. et justement, ces usines-là, à un moment donné, ils sont assez faciles d'accès ou c'est vous qui allez les chercher, qui allez les démarcher et comment ça se déroule Non, on c'est démarche, super hein. compliqué. Ouais. C'est long. Moi, le pire du pire, c'était Hop la bille. Hop la bille, c'est un jeu où il y a des billes en terre. Les dernières billes en terre sont fabriquées en Europe, en fait, On a très belle d'ailleurs. Ouais. dans le Limousin, en fait. Ouais, c'est Ivrenou. En plus, c'est nos distributeurs qui a pris les machines, l'usine, donc ça c'est cool. Il y a un carré de tissu qui fait 80 sur 80. Et c'était la croix et la bannière pour fabriquer ça en France, en fait. C'était une horreur. Pourtant, il n'y a pas grand chose dedans, hein. Alors, du coup, le jeu il coûte une blinde à produire. C'est une aberration économique. C'est n'importe quoi de faire ça. C'était vraiment un caprice. Mais non, c'est super compliqué, du coup, de trouver des fabricants pour qui soient propres, qui soient pas super hors de prix. Et du coup, il faut essayer après, trouver des astuces. Mm. De trouver des astuces, de faire des jeux toujours au même format, avec le même matériel dedans, pour produire ce qu'on appelle les jeux en amalgame. C'est-à-dire du coup, quand il y a des nouveaux jeux qui sortent, on les imprime en même temps que les rééditions des autres jeux. Du coup, ça fait des volumes plus gros. Du coup, à l'unité, ça fait les jeux moins chers. Enfin, voilà. Pas mal, ouais. Et j'imagine que vous faites exactement... Ouais. Oui, on fait par série, nous, mais c'est vrai que oui, voilà, on a 5-6 formats et puis après on lance en Du même coup, il temps. faut Ouais. trouver des astuces, mais ça revient quand même vachement plus cher. Ouais. On se prend un petit forfait arrêt redémarrage machine de notre imprimeur, mais bon, ça c'est. Voilà, et ça nous coûte un justement, petit ça, peu. c'est d'avoir on parle d'avoir le dernier fabricant de billes en terre, justement, en Europe ou quoi que ce soit. Est-ce que, il y a un risque aussi, justement, par rapport à la stabilité des artisans ou en tout cas des usines avec lesquelles vous travaillez? Puisque, d'un autre côté, vous êtes très très peu d'éditeurs enfin, à avoir cette démarche-là en France. Donc, quel est le risque sur la fiabilité de vos sous-traitants, quoi? Bah, en fait, c'est quand même... on parle d'artisans, c'est quand même des usines. Hein. Ouais. Enfin, Ouais. je vois, toutes nos boîtes depuis le début sont fabriquées chez RCI dans la Drôme, en fait. Donc ça s'appelle maintenant, ça a changé, Cartonnage de Vaucanson. Et c'est quand même une entreprise de cartonnage de luxe. Donc ils font des boîtes pour des chocolats haut de gamme, pour du parfum, voilà. Donc c'est une entreprise qui se cassera, enfin, qui est pas près de se casser la gueule, qui va très très bien. Et moi, quand ils me font 20 000 boîtes d'un jeu, c'est peanuts pour eux, hein, c'est ridicule. C'est vraiment marrant parce qu'il y a une place forte dans la Drôme hein, de fabricants, il y a tous les cartonniers, tout ça, et puis nos jeux sont fabriqués à 50 km Ouais, d'écart. Nous, c'est Saint-Paul-Trois-Châteaux. Hein. Ah oui, c'est pas loin. Par rapport à ça un petit peu, puisque là on est un peu en train de discuter tous les trois, je sais pas si dans la Ça va, salle, vous endormez pas? si dans la salle il y a quelques questions un petit peu. Bonjour. Genre, Moi, j'ai juste une petite question. Si vous pouviez, enfin, je sais pas si vous avez un exemple de différence de coût en fait entre je sais pas, un jeu classique avec une boîte, des cartes, peut-être un dé, je sais pas, sur la différence de prix de revient entre une version éco et une version classique. Et puis pour vous, qu'est-ce que ça change? Est-ce que du coup au niveau du prix public ensuite, est-ce que vous baissez vos marges par rapport à un jeu classique pour que l'utilisateur final soit moins impacté ou enfin comment ça se passe? nous, on baisse clairement nos marges. On rattrape sur les volumes. Et c'est là aussi où on a un petit peu décollé, c'est quand on s'est dit, on va mettre les prix publics au bon prix et on va pas arrêter de les faire plus cher, de les mettre plus cher en prix public. On les a mis au bon prix. Ça a été une sorte de pari. Donc, on a un peu serré les fesses sur les marges, sur les résultats. Et et ça a été compliqué, mais ça a permis vraiment, voilà, le décollage. Et la différence, elle est alors tout dépend des quantités, etc., du produit, voilà, ça peut être de 1 à 2 avec la Chine, mais ou des fois c'est juste 50% de moins cher, mais ces 50% sont assez embêtants parce que, in fine, ben, voilà, il y a la marge après, ben, du distributeur, la marge du magasin, la marge, voilà. Tout le monde prend sa part à un moment, et puis le produit peut se retrouver, les 50 centimes qu'il y a en plus au départ, ben, sont assez embêtants. Il faut savoir, c'est que pour info, à 50 centimes de fab revient, il faut faire un x6 après sur le prix public. C'est-à-dire, c'est un peu dans les bonnes pratiques, au final, ça revient à 3 euros plus cher sur le produit final. C'est ce qu'on a tendance à dire. Ouais. Voilà, c'est un peu, tout le monde ne le fait pas. Et justement, la question par rapport à ça, c'est peut-être la condition sine qua non pour s'auto-distribuer en final. Puisque si tes marges se rognent, si tu ne te distribues pas toi-même. Et on peut pas, nous, on peut pas du jour au lendemain prendre un distributeur en tout cas sur la France qui fait 80% de notre chiffre d'affaires. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on n'aura pas la marge suffisante, parce que, bah, des fois, on est à moins de 6, là, sur ce fameux coef, sur les jeux de société, sur les cartes, on est un petit peu plus, alors ça rattrape. Mais, ouais, voilà. Donc, voilà, il n'y a pas la place pour un intermédiaire en plus. Donc, si vous voulez être distributeur de BioViva, ben, désolé. Sur cette histoire de marge et
au final, le coût de fabrication, puis la marge des uns, puis des autres, est-ce que ça veut dire aussi est-ce que peut-être ça veut dire aussi qu'il y a une communication auprès du public en disant si vous souhaitez participer à l'aventure et pour que nous puissions continuer nous l'aventure, est-ce que le public serait prêt à de fait peut-être payer un peu plus cher le jeu? Alors ça n'a pas toujours été le cas puisqu'il y a d'autres expérimentations qui ont été faites sur une bouteille de jus de pomme, sur une bouteille de lait, où on a demandé à chacun voilà, jusqu'à combien vous seriez prêt à payer pour le producteur, pour celui qui conduit le camion pour le livrer et puis le magasin. Et au final, on arrive à des prix qui sont finalement pas si élevés que ça, en sachant que chacun a dû s'exprimer de façon transparente en disant j'ai besoin de ça pour vivre, et du coup après ne peut plus jouer sur les marges, comme parfois dans la grande distribution en disant j'essaye d'assassiner un petit peu derrière. Donc est-ce que entre ces deux grands principes, ces deux façons éventuellement de faire, en disant ben voilà que chacun donne un petit peu ce qu'il a le besoin pour vivre, et au final peut-être que le jeu ne sera pas plus cher, ou allons voir le public, expliquons en toute transparence ce que ça coûte pour que chacun puisse vivre, le jeu sera peut-être un peu plus cher. Est-ce que le public serait prêt à jouer à ces règles du jeu-là? Bah non, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Entre le fait d'être prêt à le faire et le fait de le faire, c'est super différent. Donc non, je crois. En vrai, j'en sais rien. Mais en fait, ça dépend. En fait, ça dépend des jeux surtout. Si on fait un bon jeu que le joueur veut, je suis pas sûr qu'il soit pas prêt à mettre quelques euros en plus. En fait, si c'est le jeu qu'il faut avoir ou machin, ouais, en effet. On se met peut-être un frein d'ailleurs. Bah, peut-être qu'on se met un frein en fait. Demain, Demain, on va augmenter les prix. Voilà. Merci Guillaume, c'est grâce à lui. Achetez-les aujourd'hui parce que demain c'est mort. Non mais c'est vrai que D'autres questions? C'est bon, Jamal va faire des kilomètres. Mais en fait, en vrai, c'est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on était plus nombreux à fabriquer en France, ou s'il y a des usines qui fabriquaient plus régulièrement des jeux, qui savaient plus faire des cartes, qui savaient plus faire des boîtes, qui savaient plus faire peut-être des thermoformages, tout ce genre de choses, et ben les prix seraient vachement moins élevés. Si c'était moins ponctuel et moins anecdotique, certaines usines le fassent. Si c'était pas de l'astuce et du bricolage, mais si c'était des usines qui étaient dédiées à ça, si on avait un petit ludofact à la française finalement, et ben sans doute les jeux seraient moins chers, donc ça serait plus facile pour les éditeurs de fabriquer en France aussi. C'est un ensemble en fait. Faudrait que le public joue le jeu, mais à la limite le public, lui, c'est pas de son ressort forcément. C'est nous, on est responsable. Nous, quand on fabrique, quand on édite, on est vraiment responsable. C'est notre fait en fait. Et c'est pas juste de dire, sinon on rapporte toujours la faute aux autres en fait. Ouais, et puis on aura du mal à communiquer dessus. On pourra communiquer dessus, mais du coup on va pas communiquer peut-être sur la qualité intrinsèque du jeu. Et finalement, voilà, ça va retomber sur le prétexte. Oui, voilà, bon, c'est un bon jeu de société. Combien vous êtes prêt à mettre? Mais c'est un jeu de société parmi d'autres. Il faut démontrer ce que c'est ce jeu de société. Donc le discours se dilue un petit peu, je pense. Mais par contre, c'est vrai que si vous vous mettez à faire des jeux fabriqués en France et que ça renforce un peu tous les partenaires imprimeurs, fabricants, ben oui, la filière va être à la fois sauvegardée et puis renforcée, et voilà, ça crée des emplois. Donc c'est un cercle vertueux. Hein. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est pas le fait de fabriquer en France et de façon propre qui va faire se distinguer les jeux dans les boutiques de jeux spécialisées en fait. Ouais. Parce que les gens viennent chercher des jeux pour ce qu'ils sont intrinsèquement, mais pas pour ce qu'il y a autour en fait, clairement. Donc c'est un plus pour les autres réseaux de distribution, mais pour les boutiques de jeux spé, c'est le jeu qui compte uniquement. Et c'est sans doute très bien. Hein. Par contre, du coup, c'est sans doute peut-être aux éditeurs des fois je sais pas, d'arriver à. C'est compliqué quand on a d'autres habitudes, c'est pas facile non plus. Donc nous on le fait depuis le début, donc c'est comme ça qu'on le fait. Donc on n'imagine pas le faire autrement, mais j'imagine que quand on le fait comme un agriculteur qui d'un seul coup cultive de façon ce qu'on appelle conventionnelle, en blindant ses terres d'engrais et de merde, et que du jour au lendemain on lui demande de faire ça proprement sans engrais, il saura pas faire, mais c'est normal finalement. Oui, je voulais demander en fait si le surcoût était la raison pour laquelle ces jeux éco-conçus étaient quasiment toujours des jeux petits. Je suis peut-être un peu trop loin du micro, pardon. Parce que du coup, on a a priori aucune chance de voir apparaître des très gros jeux comme on voit aujourd'hui, des très gros jeux pour hardcore gamers, parce que je pense que la différence de coût de production va encore augmenter avec le prix final du jeu. Clairement, quand je vois, je discute à Lyon avec les copains éditeurs.
de combien leur coûte leur jeu quand ils les fabriquent en Chine et que je vois tout le matériel qu'il y a dans le jeu, je me dis mais moi le coût de fabrication serait plus cher que le prix public en fait. Donc clairement nous si on fait que des petits formats où la plupart du temps il y a que des cartes, c'est parce qu'en effet on peut pas faire autrement quoi. Ouais, ça c'est évident. Ouais, jamais tu pourras mettre autant de figurines, voilà, ça va être assez compliqué, ouais. Ça reste une limite. Un Hoplabi c'est un caprice. Pourtant il y a 20 billes, un carré de tissu et 12 cartes. Je pense que par rapport à ça, alors pour ceux qui se souviennent, c'est pas si vieux que ça, parce qu'il y a 4-5 ans, c'était Rallyman. Il y avait un jeu de rallye comme ça qui était fait par Jean-Christophe Bouvier. exactement, sur lequel je pense que tu lui avais donné quelques coups de main aussi, parce que tu avais partagé quelques usines. Et son premier tirage de boîte, alors il s'auto-distribuait, hein, il faisait par lui-même 17 €. 17 € pour du thermoformage, quelques voitures en plastique, et je n'avais pas choisi le couleur des plastiques, il n'avait pas choisi le format des voitures, un plateau, dans le matériel on va dire classique sur un jeu moyen de 30-35 € habituellement, quoi. En clair, ingérable. Ouais, donc du coup, si tu fais x6, Et le jeu n'était pas vendu à x6, hein. Le jeu était vendu entre 40-45 € en général, donc voilà, sans autodistribution c'était pas possible. Là c'était un caprice. Alors juste, je sais pas si tout le monde est au courant en fait, parce qu'on parle de marge, de machin depuis tout à l'heure, comment ça marche en gros. Alors vous c'est un peu différent parce que vous distribuez tout seul, mais sinon dans les circuits habituels, c'est donc si quand vous payez un jeu, nous par exemple je sais pas n'importe quel jeu, un jeu à 15 € en boutique, en fait vous le payez 15 €. Notre distributeur va le vendre 7,50 € hors taxe à la boutique. Le distributeur, en ce qui nous concerne, nous, va prendre 30%, ce qui fait que nous, on vend le jeu 5,25 € au distributeur. Quand le jeu nous coûte 2 €, on a 3,25 € de marge, on va dire 3 € en gros. Mais là-dessus, il faut payer l'auteur, il faut payer l'illustrateur, il faut payer tous les frais usuels de la société. En fait, faut payer le stand ici qui coûte une blinde, le voyage, le transport, faut payer les animateurs qui sont là, faut payer la bouffe, faut payer le voyage. Faut payer les salaires, faut payer les charges de l'entreprise. 3 €. faut payer. Faut acheter des jeux. Faut en vendre. Ouais. Conclusion, acheter des jeux. Oui, je voulais rebondir sur ce qui a été dit là sur les gros jeux. Par définition, les gros jeux s'adressent à des joueurs qui ont déjà énormément de boîtes avec plein de meeples, de dés et tout ça. Est-ce que la solution serait pas de n'éditer que les plateaux finalement? Belle idée. Ouais. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, hein, si tu peux arriver à récupérer des jeux. Mais alors après, est-ce que les gamers vont avoir tous les éléments nécessaires à ton jeu? Bon. C'est pareil, il faut peut-être que ça devienne une habitude. Enfin, ouais, le premier il qui faut va se lancer l'expliquer, là-dedans, c'est une il va bonne peut-être se casser les dents. Mais Il y a la tendance une est idée plutôt, de business là. La tendance est plutôt à l'inverse, hein. C'est plutôt le kilo plastique qui prime en ce moment, hein. Quitte à ce que ça serve à rien, on achète du plastique quand même, de la figurine. Et... Oui. Ça diminue ça un peu, parce qu'on l'a beaucoup critiqué récemment. Ouais. Il y a une émergence du plastique bio quand même de plus en plus, mais bon, ça reste plus cher. Ça reste beaucoup plus cher quand même que le plastique de première issu de la pétrochimie directement. Alors le défi, c'est de faire des jeux qui plaisent aux hardcore gamers et qui soient de petits formats avec peu de matériel en fait. non mais là nous c'est ce qu'on a vécu récemment avec le jeu qui est sorti cet automne, Apocalypse aux autres Garson City en fait. Un tout petit jeu, un petit format qui coûte 12 €. Il y a que 66 cartes dans le jeu. On s'attendait pas du tout au truc en fait, parce que nous d'habitude les gamers c'est quand même pas leur à part peut-être Migrato et la glace et le ciel qui sont quand même plutôt prenants et où il faut pas mal cogiter, mais sinon c'est pas notre clientèle. Et ils étaient à fond sur Apocalypse aux autres Carson City, alors que c'est un tout petit jeu qui dure un quart d'heure. Et tout ce qu'on lit sur les blogs en fait, c'est que c'est un gros jeu dans une petite boîte et qui dure un quart d'heure. Et du coup peut-être que le défi quelque part il est là en fait, c'est d'arriver à faire des gros jeux costauds qui stimulent vachement et qui stimulent notamment justement les gros joueurs. Mais avec finalement peut-être pas tant de matériel que ça. Donc peut-être que l'idée peut-être que le truc chouette à cogiter, c'est justement au niveau du développement du jeu, mais très très en amont vraiment dans la création du jeu. Ouais, puis faut pas non plus caricaturer. C'est parce que il y a quelqu'un qui va être classé dans les gros joueurs, va pas jouer aussi aux petits jeux. Il va avoir des fois, il va avoir moins le temps. Hein, il va faire un jeu, un petit jeu d'un quart d'heure, une demi-heure. Et s'il est malin, comme tu dis, ça va le faire. Bonjour. Du coup, dans la lignée de ce que vous dites, je voulais savoir qu'est-ce qu'on sait très bien faire en France à des épreuves compétitives. J'ai compris des cartes, voilà, tout ce qui est en carton. Qu'est-ce qu'on sait pas du tout faire? Enfin, le plastique, du coup, c'est niette en France. Si, le plastique, si, on peut le faire. Hein. C'est tout à fait possible. Mais le plastique éco-conçu, ça émerge et c'est plus à des cher. prix compétitifs, du coup. À des prix compétitifs, c'est déjà un petit peu plus compliqué.
Mais bon, voilà, on peut faire un site intéressant. Je pense qu'il y a moyen en cherchant bien, il y a moyen de trouver quelque chose. Il faudra faire encore une fois preuve d'astuce, récupérer des moules existants, parce que voilà, le plastique c'est autre chose. Après, c'est les moules qui coûtent assez cher, mais la matière première, déjà si la matière première recyclée coûte plus cher que la matière non recyclée, déjà ça devient compliqué. Mais le plastique, on sait bien faire, et le gros avantage du plastique, c'est que ça va être finalement des thermoformages, etc. Et ça va être automatisé. Ce qui coûte le plus cher en France, ça va quand même être in fine le façonnage, le travail humain. Le travail humain dans les usines, là, ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui est le plus compliqué. Alors, tu dois faire des astuces dans la conception de ton produit pour éviter du façonnage. Nous, on a des dés dans lesquels les enfants collent les stickers, en fait, tout simplement, plutôt que voilà, parce que ça nous a permis finalement d'acheter des dés bruts qui peuvent être moins chers. Voilà. Et on fait travailler un petit peu Après, les c'est vrai acheteurs, c'est que, rigolo. par contre, pour les joueurs, c'est quand même super compliqué parce qu'ils ont maintenant l'habitude, et c'est très très bien, d'avoir une qualité de jeu qui est vraiment super élevée. Les jeux fabriqués en Chine, alors faut pas parler de savoir-faire made in France parce que pour le coup, en Chine, on fait des jeux super bien, enfin, de matériel, alors ça dépend où, comment, mais sinon, on peut avoir des trucs, du matériel super bien fait, des cartes de très bonne qualité, des figurines exceptionnelles, enfin, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était un bon début. Hein. Merde. Ah oui, non, voilà, c'est ça. La Du coup, qualité. on peut pas tellement se permettre de faire des choses cheap parce que ça va se voir, et puis parce que c'est pas sympa, et puis parce que c'est tirer une balle dans le pied en fait, parce que si on fait du made in France, il faut essayer en plus de proposer quelque chose qui tienne la route, qui soit robuste et de bonne qualité en fait, de bonne facture. Mais justement, peut-être que ces usines-là, ces fabricants-là, découvrent peut-être un nouveau marché justement avec vous. Est-ce que c'est pas une démarche que ces usines ont justement, peut-être d'être présents aussi sur des sites comme Cannes pour trouver et développer cette nouvelle activité, puisque peut-être que pour eux, c'est quelque chose de nouveau sur lequel ils peuvent se développer. Alors effectivement, s'ils font des trucs de luxe, comme tu me disais tout à l'heure, 20 000 c'est peanuts, mais on parlait de fabrication de bois pour des meeples tout à l'heure, on parle de ça. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous les accompagnez pour qu'eux-mêmes aient une démarche de recherche de nouveaux partenariats? On a déjà proposé notre partenaire principal, et puis ça n'a pas vraiment embrayé. Ça n'a pas embrayé rapidement. Là, il s'est plutôt diversifié vers les étiquettes de vin, donc bon, c'est totalement autre chose. C'est bien aussi, mais voilà. Pour le moment, il n'est pas allé vers là. Mais nous, notre fabricant de boîtes, par exemple, alors je vous dis, à la base, c'est du cartonnage de luxe, mais son plus gros chiffre d'affaires, quand même, c'est Santosphère. Donc, c'est un éditeur de jeux et de loisirs créatifs, ça se dit ça? Oui, Oui. du moulage, des trucs, qui fabrique tout là-bas, parce qu'ils fabriquent la plupart de leurs éléments en France. Et donc, c'est 1 500 000 ou 2 millions de boîtes par an qui sont fabriquées dans son entreprise. Après, ils essayent de le faire quand même, parce que je vois, nous, toutes nos cartes, donc format carte, sont fabriquées par France Carte. Et Julia de France Carte, en fait, elle se balade elle est sur le salon en ce moment, et elle fait le tour pour justement proposer ses services à tout le monde. Donc ils le font quand même pour essayer justement de rapatrier du monde. Après, nous, les tourneurs avec lesquels on bosse dans le Jura, ils bossent. En fait, ils ont du boulot. Ils fabriquent les éléments qu'ils fabriquent, ça leur suffit pour avoir du boulot à plein temps. Ils se plaignent absolument pas. Alors, ils sont de moins en moins nombreux, du coup, ils ont de plus en plus de boulot parce qu'il y a toujours des gens. Alors que ça peut être, là tu connais quelqu'un qui s'est recyclé dans l'étiquette de vin, et nous dans le Jura, ils fabriquent soit des souvenirs par millions pour les boutiques de trucs en bois inutiles. Enfin, ils ont du boulot en fait. Ils ont du boulot, donc je crois pas qu'ils recherchent particulièrement. Si tu montes un atelier, etc., je pense que tu arriveras toujours à trouver des clients, hein, si tu es un petit peu actif et proactif. Est-ce qu'on a encore quelques questions avant de passer justement sur Une question, oui, on va dire provoque peut-être. A priori, actuellement, dans la distribution et non, tu te trompes, Guillaume. Il me semblait bien que mon postulat de départ était faux. Pour exister dans les boutiques, particulièrement les boutiques spécialisées, il faut un rythme d'édition un petit peu soutenu, même éventuellement un peu illusoire ou forcé, peu importe, ne serait-ce que pour la boutique pense à nous et continue de commander les jeux préexistants. Est-ce que du coup, ça n'est pas là aussi, particulièrement pour vous peut-être, se tirer une balle dans le pied en disant je voulais faire ça le plus proprement possible, puisqu'a priori on a compris que rien ne l'était réellement, en tout cas pas sans impact. Est-ce que c'est donc pas se tirer une balle dans le pied en disant
Si je veux continuer d'être, il va falloir que je produise plus, alors que je voulais produire bien. Mais si je produis bien et donc raisonner et donc pas trop, eh ben on va finir par m'oublier et je vendrai plus de jeux. Mais alors, ça, ce dont tu parles, en fait, c'est vrai dans le monde du jeu, dans les boutiques de jeux spécialisés. Et alors, ce qui est cool, c'est d'avoir des jeux qui restent dans les boutiques de jeux spécialisés. Enfin, nous, on en a qu'un qui est vraiment partout et qui marche vraiment bien, c'est le Bois des Quatsu, en fait. Après, clairement, les boutiques, il y a plus de 1000 jeux qui sortent chaque année maintenant depuis 2-3 ans, donc elles peuvent pas. Déjà, elles peuvent pas. Ah, déjà, arriver dans la boutique, c'est merveilleux, en fait. Parce qu'elles peuvent clairement pas tout avoir, c'est beaucoup trop de boulot pour elles de tout découvrir, tout connaître. Et elles peuvent pas tout garder, encore moins. Par contre, la vie de nos jeux, alors c'est encore plus vrai pour vous, je pense, la vie de nos jeux dans les boutiques de jeux spécialisés, c'est pas 100% de la vie de nos jeux. Tout le reste du réseau, là ce week-end à Prime Vert, par exemple, là à Cannes, nous on présente à mort POC et Apocalypse aux autres Carson City qui sont les nouveautés, parce que c'est la nouveauté, on est dans le monde du jeu, il faut que ça soit ça qui est vu. Là, tout de suite, à Prime Vert à Lyon, et ils mettent pas du tout en avant POC et Apocalypse aux autres Carson City, et que le jeu il est 5-6 ans ou que ça soit la dernière sortie, en fait, les gens ils s'en foutent complètement. Et dans les boutiques, dans les parcs animaliers, dans les boutiques bio, etc., que ça soit la dernière sortie ou pas du tout, aucune importance. C'est une référence qui marche pas. Si elle marche pas, ben, elle y est plus. Si elle marche, ils vont continuer à la prendre parce que ça correspond au lieu où il est vendu, etc. Et donc, nous, nos jeux, ils continuent à vivre. J'ai des jeux, moi, qui sont plus du tout en boutique de jeux ou très peu, mais qui ont une belle vie parce qu'ils ont une autre vie ailleurs. Que permet le thème, que permettent les partenariats qu'on met derrière, que permettent la fabrication propre en France, etc. Je confirme totalement, hein. C'est vrai que nous, on a des jeux qui existent depuis 20 ans. Les défis nature, la première fois qu'on les a sortis, c'était il y a 10 ans. Il y en avait 3, maintenant il y en a 35. C'est en fait le fait d'aller un petit peu dans plusieurs secteurs, plusieurs canaux de distribution, ça permet de tenir le rythme et de reproduire chaque année, de faire un tirage, alors que tu ne le ferais pas si tu allais uniquement en boutique. Moi, je suis affolé par le rythme des sorties de jeux qu'il y a depuis quelques années maintenant. Ça fait 15 ans que je fais du jeu de société, ça s'est accéléré et ça continue à s'accélérer. Les boutiques ne peuvent pas suivre. Et à un moment ou à un autre, super, j'ai un succès, j'ai vendu mon tirage et puis après, j'ai produit, j'ai investi et puis finalement, je suis obligé de refaire une nouveauté. Et c'est très rare les produits qui durent. Nous, tous nos produits quasiment, ou allez, on va dire soit 10% durent sur 3, 4, 5 tirages. C'est aussi c'est aussi un des avantages finalement de choisir une alternative. Et moi, j'ai pris le parti de toute façon de tuer. Alors, je sais, ça arrivera peut-être. Hein, de tuer. Qui tu veux tuer? De tuer Asmodée. Non, j'ai merde, putain, ça fait 2 fois, je sais pas ce que je voulais dire du coup. Excuse-moi. De tuer aucun jeu. De ceux qui sont sortis en fait, de les laisser pérennes tout le temps. Bon, pour l'instant, mais on a un petit catalogue. Mais quel que soit le volume, parce qu'on se rend compte en fait que, des fois, on découvre des nouveaux biais de distribution, des nouveaux points de vente qui correspondent parfaitement à un jeu alors qu'il était peu vendu, mais qui d'un seul coup va le faire vivre complètement quelques années après. Et du coup, c'est merveilleux en fait. Et enfin, moi, je suis fier de tous les jeux qu'on a développés. Si on les a sortis, c'est parce qu'on y croyait. Et puis du coup, c'est ça, c'est que des fois le milieu du jeu est peut-être trop centré sur lui-même. Et ce qui est cool pour le jeu en lui-même, justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est de toucher des gens qui sont pas joueurs et qui leur faire découvrir ça pour faire vivre encore plus le jeu de société et l'ensemble des jeux. C'est là, ça me fait penser à une question, c'est le fait de dire que quand tu fabriques à l'international, quand tu as des gros volumes, on a des échelles de coûts de fabrication qui varient énormément. Donc on sait qu'il y a des paliers de minimum en dessous de 3000, ça commence à devenir exorbitant, 5000 c'est correct, et voilà, donc après tu as des prix décroissants de manière assez forte. Parce que justement sur la fabrication en France, on a ces paliers, on a ces mêmes paliers. Les mêmes paliers, pareil. exactement. Puis 3000 c'est un bon chiffre. C'est bien. Alors ça dépend pourquoi. Enfin nous en tout cas par exemple pour les éléments en bois, il y a des choses qu'on en fasse 3000 ou 15 000 ça change pas grand chose en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est surtout sur tout ce qui est cartonnage et cartes, etc. Enfin voilà, sur impression là à partir de 3000 X, bon ça commence à un prix qui est pour nous encore très haut parce qu'on fait maintenant des volumes plus hauts. On a la chance de des fois faire des tirages à 10, 20 000 X. Mais c'est vrai qu'à 3000 exemplaires, tu commences à avoir un prix qui peut être cohérent. Mais un bon prix, c'est à partir de 5000. Hein. Pour les boîtes et les cartes. Ouais. C'est pour ça qu'on fait un amalgame et qu'on essaie de, quand il y a un nouveau jeu qui sort, on fait 5000 du nouveau jeu, puis on essaie de faire 5000 d'un autre, 3000, 3000. Comme ça fait d'un seul coup 15-16 000 jeux. Et ça réduit considérablement. Comment dire, des prints, enfin des matrices. Non, même pas. Non, même pas. C'est plutôt cool. Bien.
Enfin, non, puis c'est pareil pour toi. En fait, on bosse toujours avec les mêmes. Pourquoi je me penche comme ça en fait, vous m'entendez? C'est pour être, c'est pour être près de toi. Ah, pour le son, ok. Mince. Que voulais-tu dire? Amalgame, plus Amalgame, c'est pareil pour un, machin. Non, je sais pas. Ah oui, non, c'est ça, ouais, pour l'impression, la cartonnerie et tout ça, en fait, le calibrage des machines, ça demande déjà tellement de papier, tellement de matières premières que c'est pour ça que les premières centaines finalement de planches servent juste à calibrer le truc pour lancer l'ensemble. Donc c'est pour ça que ça consomme énormément en fait de lancer une impression. Ouais, c'est. Ah oui, Le revers de la c'est ce que je dis, hein, mais de toute façon, on reste propre. Enfin, on n'est pas propre en fait, on est moins sale. On est moins sale, mais après, on prend aussi des fois, en se développant, la place de produits fabriqués de façon plus sale. Donc, il y a, voilà. Les deux se tiennent. C'est une question de cohérence, de toute façon, et de compromis aussi, pardon. Oui, alors justement, tu viens d'évoquer le compromis. Je m'interroge sur la question du curseur dans le choix dans la démarche éco-conception, écologie, parce qu'il est plus ou moins haut. Il me semble qu'il y a le Scorpion masqué qui lui produit en mettant un petit logo qui dit pour chaque je sais pas combien de boîtes vendues, un arbre est planté. C'est déjà un curseur d'engagement. Je connais pas celui de BioViva, je connais un petit peu celui de Florent qui me paraît plutôt haut comme curseur, et je me demande comment on choisit ce curseur, à quel moment aussi quand on se lance dans une démarche de produire quelque chose qui se vend pour de la consommation, donc en plein dans la société de consommation, comment on fait pour choisir le compromis qui va bien avec le curseur sur l'engagement. On va dire que c'est un engagement et puis c'est une volonté. Alors le curseur il peut être mis sur plusieurs niveaux. Alors je parlais des labels tout à l'heure. Déjà c'est quelque chose qui permet de certifier. Et là le curseur, notre curseur c'est de faire 100% de nos jeux sur 100 produits labellisés Origine France Garantie et labellisés FSC. Donc déjà au niveau de la forme, on peut difficilement faire mieux. Et après il y a d'autres curseurs. Alors pour BioViva là par exemple on fait une action de soutien en fait qui s'appelle BioViva for Life, sur laquelle on va offrir des jeux aux enfants réfugiés en fait, autant dans les cas en Syrie que aussi pour ceux qui sont en France. Et on va dire que c'est notre mission. Mais personne d'autre que nous va le dire en fait. C'est quelque chose qui quand on est fier de ce qu'on fait, on trouve que c'est le bon curseur, je pense. Moi, je sais pas du tout. Non, mais c'est vrai, je fais comme ça vient en fait. J'ai pas de. Je fais comme si je faisais moins bien. Le curseur en fait, c'est si je fais moins bien que ce niveau-là, je dors pas très bien et puis je suis mal dans mes baskets en fait. Donc je me mets juste au-dessus à chaque fois, je pense. C'est ça le compromis en fait. Si t'avais pas le choix, par exemple, si vous aviez pas le choix et que vous étiez obligé de faire du plastique, de faire des compromis pour survivre économiquement parlant, est-ce que vous pourriez continuer à le faire en faisant certains compromis? Ça laisse quand même une certaine latitude, le Origine France avec que 50% de la valeur du jeu. Hein. Ouais, nous, franchement, je pense aux alentours des 90-95%. Et donc sinon, est-ce que vous changeriez de métier? Est-ce que vous seriez obligé de passer à autre chose pour le coup? Clairement, oui. Moi, je serais toujours auteur de jeu parce que je m'éclate, mais après, en termes de métier, je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a déjà refusé, comme on disait tout à l'heure, des projets parce qu'on ne pouvait pas le faire. Il nous reste que quelques minutes. Je propose justement, Florent, tu voulais nous parler de... Oui, c'est un projet. Alors en fait, je ne pensais pas en parler, mais peut-être que vous en foutez, mais c'est pas grave. Vous pouvez partir ou continuer votre sieste. T'as le micro. Mais je me dis, comme ça, si je commence à en parler, ça va m'obliger à bouger moi aussi, parce que c'est un truc que j'ai depuis 5-6 ans dans les tuyaux, et puis chaque année, c'est l'année prochaine qu'on s'en occupe, et puis on le fait jamais. Donc l'année prochaine, tu nous fais le point. Donc l'année prochaine, ouais, c'est ça. L'année prochaine, on fait le point sur ce truc. Alors c'est un projet de jeu lyonno-lyonnais. Donc nous, on est à Lyon, les jeux hop là. On est super présents sur le territoire lyonnais. On a plein de partenaires avec plein de structures. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on a le label Lyon Ville équitable et durable, qui est un gros label justement qui récompense les entreprises qui sont assez implantées dans l'économie sociale et solidaire, le développement durable, alternatif. On est adhérent à la Gonette, qui est la monnaie locale de Lyon. On est très implanté dans tout ce milieu-là. Et j'ai des copains qui sont dans le monde de la BD qui ont lancé à Lyon une revue qui s'appelle Les Rues de Lyon. Je sais pas s'il y a des Lyonnais dans la salle, mais il y a des Lyonnais. Oui, il y a trop Lyonnais. Ils sont partout.
Donc Les Rues de Lyon, c'est super cool en fait. C'est une BD qui fait 12 pages, il y en a une par mois. Ça parle d'une anecdote de l'histoire lyonnaise, contemporaine ou passée, peu importe. C'est fait par un auteur de BD lyonnais, illustré par l'auteur ou par un illustrateur lyonnais, et imprimé à Lyon, avec un modèle économique qui court-circuite les circuits de distribution habituels, étant donné qu'en fait la BD est vendue 3 euros dans le point de vente ou sur abonnement. Il y a 1 euro pour les auteurs, 1 euro pour le revendeur, 1 euro pour l'association qui s'occupe de la fabrication, enfin voilà. Donc l'idée, en fait, c'était, quand Olivier Jouvray donc a lancé ce projet qui marche très très bien, parce que là ça fait 3-4 ans que ça existe et ça marche super bien à Lyon. Quand il voulait lancer ça à l'époque, on en avait parlé ensemble, et puis du coup moi je voulais faire un truc pareil pour les jeux de société en fait, avec donc 2 jeux de société qui sortiront, un en juin, un en décembre, qui coûtent pas très cher, entre 8 et 9 euros, qui sont un petit format, qui est comme thème de fond à chaque fois quelque chose sur l'histoire lyonnaise. Alors on a un riche patrimoine à Lyon, donc du coup ça permet d'être pléthore de thèmes à traiter. Fait par un auteur de jeux lyonnais, donc pareil, on est blindé d'auteurs à Lyon, donc ça c'est plutôt cool. Du coup c'est facile d'avoir des auteurs lyonnais qui font des jeux, illustré par un illustrateur lyonnais et fabriqué dans le Grand Lyon. Et vendu donc partout en France, mais majoritairement dans le Grand Lyon, dans des points de vente et sur abonnement. Donc pareil, juin et décembre. Et puis si le jeu coûte 9 euros en boutique, pareil, économiquement c'est très différent de ce qui se fait actuellement, puisque du coup ça fait 7,50 € hors taxe, et sur ces 7,50 €, il y aurait 2,50 € pour le revendeur, 2,50 € pour nous qui nous occupons de la fabrication, et 2,50 € pour les créateurs. Donc s'il y a un auteur et un illustrateur, ça fait pour un jeu à 9 € prix public, 1,25 € pour un auteur, ce qui est complètement incroyable en fait. Ce qui est dément. Ouais, Ce qui est dément. beaucoup. Ouais. Mais ce qui est complètement pertinent et je trouve super bien en fait. En sachant, pour donner un peu une idée, c'est qu'un auteur sur un prix moyen touche 6% du chiffre d'affaires éditeur. Donc sur un jeu à 10 €, il va toucher 6% sur à peu près 3,50 €. Donc ça vous donne un peu une idée de la marge. Ça fait 17 centimes à peu près. C'est ça, ouais. Donc ça vous donne un peu la différence qui est juste du x10, quoi. Presque, ouais. Mais du coup, je me dis que c'est motivant pour tous les maillons de la chaîne en fait qui participent à ce projet-là, et voilà. Donc du coup, c'est vrai que mois, quoi. C'est dit juin et décembre, donc 3 mois, quoi. ah mais 2019, l'idée c'est 2019 en fait là. Ouais, c'est de le lancer, mais c'est demain 2019. Hein. Donc décembre 2018, c'est vrai. Décembre 2018. Comme ça, l'année prochaine, tu viens et t'as ton premier. Facile. Non mais voilà, ouais, c'est un projet qui me tient à cœur depuis un moment, que je trouve cool. Alors l'idée c'est que ça soit aussi distribué partout en France comme des jeux de société normaux, où là on passe par le réseau habituel, avec un pourcentage habituel, enfin voilà, mais que ça soit surtout vendu dans le Grand Lyon avec ce modèle économique là. Et au niveau du tirage, tu penses pouvoir arriver à faire suffisamment d'exemplaires en fait? Aucune idée, justement. Là, on est en train de calculer. On se base pas mal justement sur les rues de Lyon qui existent, et puis avoir des idées de volume. Enfin, on n'en a aucune idée. Et puis entre alors exceptionnellement, c'est vrai que c'est un modèle qui me plaît pas habituellement, mais là pour ce genre de projet, on pense passer par un financement participatif LUL, puisque c'est français, pour lancer le projet, en fait. Et que du coup de faire des ponts avec les rues de Lyon, la BD, pour avoir certains numéros de jeux qui soient avec le thème qui va de pair avec le numéro de la BD, en fait. Ça. Là, ce qui me fait penser une question que je vais faire revenir un peu en arrière, parce qu'on parle de réactivité justement par rapport au projet, là en taquinant un petit peu. Il y a une question qu'on n'a pas du tout posée ou qu'on a complètement zappé, c'est la réactivité des impressions en fait. C'est-à-dire que quand on fait un printer en Chine, on sait qu'entre le moment où on va le print et le moment qu'on va recevoir, entre 8 et 12 semaines, ou plutôt 12 semaines. Et justement, là, sur le fait de printer en France, sur ce genre de projet, on peut gagner en réactivité justement au niveau des usines, au niveau de la réception des produits. Si il y a le coup de feu, on peut imprimer même en un mois. Enfin, c'est vraiment voilà. Après, ça dépend juste de C'est serré quand Il même. reste plus que 2 mois en fait. Nous, ça dépend juste de l'usine en fait, parce que les usines, elles tournent tout le temps à plein régime malgré tout, donc elles ont un planning. Donc malgré tout, il faut qu'elles honorent leurs commandes qui sont passées avant par d'autres clients. Donc si le planning est plein, il y a peu de raisons, sauf si elles peuvent nous rendre service, qui arrive. Mais c'est compliqué quand même de trop souvent se faire passer avant les autres, donc elles doivent respecter leur planning. Non, faut compter 2-3 mois normalement. Sinon, si jamais t'es pas pris dans le. À nous, c'est 6 semaines. C'est bien. Bravo. C'est enfin plus ou moins 2 semaines. Donc ça va être entre 4 et 8 semaines, en gros. Le plus long, c'est parfois l'approvisionnement en papier. En matière, ça peut prendre jusqu'à 8 semaines si tu veux avoir du papier à un prix cohérent.
Parce que les usines de papier, c'est compliqué aussi. Il y a beaucoup de demandes, le prix du papier augmente. On n'arrête pas d'avoir des informations dans ce sens-là. Mais voilà, donc du coup, il faut, si tu le prends en surfabrication, il y a une différence que avec le fait de le prendre sur stock. Donc si tu es pressé que tu dois le payer du papier en stock, ben là, tu vas le payer plus cher. Alors, le gros avantage, quand on a des délais un peu serrés, comme une sortie pour un salon ou quelque chose comme ça, et puis qu'il y a un problème machine au dernier moment, c'est que vu que c'est à côté, ben, on peut quand même toujours se démerder pour dire ben voilà, on a absolument besoin de 300 boîtes et ils nous les font sur une autre machine qui peut faire 300 boîtes peut-être en une journée, ce qui est très long, mais ils vont nous le faire pour nous dépanner, et puis peut-être un coup de bagnole dans la journée, on va aller à Romans prendre les 300 boîtes, et puis donc du coup ça facilite les choses, plus facile que d'aller en Chine récupérer 300 boîtes. C'est l'avion, en général. On va peut-être clôturer là, sauf s'il y a une dernière question dans le public. En tout cas, merci à tous. Désolé, on commence un petit peu en retard. Et puis, je pense que la prochaine, c'est demain matin. Prochaine conférence, si je ne dis pas de bêtises. Dessinez-moi, dessinez un jeu, je crois, c'est ça. C'est nous. Eh bien, bonne soirée, amusez-vous bien. Bon off pour ceux qui y vont. Et à bientôt. Merci. Merci.